Culture, on découvre des ponts qui ont été construits récemment dans la MRC de Portneuf. Sébastien Gilbert, tu es coordonnateur technique chez Goodfellow et tu fais partie de l'équipe qui a travaillé sur le pont de bois, le pont Bishop à Portneuf. Un pont en bois, c'est assez rare au Québec, n'est-ce pas? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à tous les jours, spécialement fait entièrement en bois, là, comme on a eu dans ce projet-là. Souvent, on va avoir des projets, des ponts faits, qu'est-ce qu'on appelle hybrides, donc poutres d'acier avec un pontage de bois ou des culées de bois, des choses comme ça. Mais entièrement en bois, comme qu'on a en ce moment, c'est très rare là, au Québec, effectivement. Parce que des ponts métal, bois, effectivement, on en a beaucoup dans la MRC de Portneuf, Oui. des ponts patrimoniaux qui sont comme ça. Exact. Et là, ici, le design est très particulier, il est vraiment beau, en fait. C'est un très beau pont. On a envie d'aller le visiter, de faire une petite balade en kayak en dessous pour voir comment ça a été construit exactement, ce pont-là. Quels sont les défis de travailler en bois? Les défis de travailler en bois, je vous dirais que c'est un matériel structural qui est à la fois structural et architectural. Donc, c'est pas comme une poutre d'acier là, qu'on peut prendre avec des chaînes, les lever comme qu'on veut. Vraiment, la pièce qu'on a, c'est une pièce finie. Donc, la fabrication doit être très précise pour pouvoir faire les choses qui s'assemblent correctement. Et en même temps, il faut que ça soit beau au final. Donc, on ne peut pas manipuler ça comme on veut, prendre le risque de les graffiner ou les choses comme ça. Il n'y a pas de Gyproc qui s'en va par-dessus ça. Il n'y a pas de peinture spéciale comme on voit sur les poutres d'acier, des choses comme ça. C'est vraiment le matériel qu'on a durant le montage, c'est vraiment le matériel qu'on va se ramasser avec à la fin du projet. Oui, c'est très naturel, on le voit, là, la couleur est restée la même. Il n'y a pas d'entretien de peinture à faire non plus, là, c'est quand même intéressant. Il y a un petit entretien à faire sur les poutres, surtout aux extérieurs. C'est surtout dû au soleil et non aux intempéries. Le soleil avec les UV va avoir tendance à gruger un petit peu les surfaces de teinture qui sont appliquées sur les poutres. Donc, c'est vraiment plus un entretien préventif et non un entretien là, pour réparer ou quoi que ce soit. C'est vraiment préventif, s'assurer qu'il y ait assez de protection tout au long de la durée de vie du pont. Ça a combien de temps comme durée de vie, un pont? En bois, c'est aussi long que vous allez l'avoir en acier ou en béton. C'est vraiment le secret de la longévité d'un pont, c'est carrément dans la bonne conception dès le départ. Donc, c'est assuré de ne pas se ramasser avec de l'eau qui va être stagnante sur les poutres ou à des endroits où est-ce que ça peut être directement sur le dessus des poutres. C'est super intéressant de travailler en bois parce qu'en plus, bon, la province, on le sait, on a énormément de cette matière première-là qui est renouvelable en plus de ça. Exact. Pourquoi il n'y a pas plus de ponts en bois au Québec? Les ponts en bois, je vous dirais qu'il y a deux raisons principales. Durant les années 70, 80, 90, début 2000, le lobby de l'acier et du béton était très dominant au Québec. La deuxième raison est surtout par rapport à l'acier qui était très dominant. Les ingénieurs au Québec étaient moins formés, ou pratiquement pas formés en matériaux comme le bois. On a eu l'arrivée du groupe Sécobois, que leur mission première, c'est vraiment de développer, promouvoir l'utilisation du bois dans le non-résidentiel. Donc, que ce soit dans le commercial, industriel ou institutionnel, sont vraiment, depuis une quinzaine d'années, très impliqués à promouvoir le bois. Puis ensuite, pour le côté des ingénieurs, on a eu l'Université Laval. Ils forment vraiment les ingénieurs là, pour pouvoir faire la relève et s'assurer que lorsque les demandes arrivent, soit que du ministère du Transport ou les commissions scolaires, qu'il y ait des ingénieurs qui soient confortables et compétents en bois là, pour pouvoir compléter les projets. Là. Ah oui, ça vaut la peine d'utiliser ça. En plus, c'est quelque chose qu'on a de très proche, à côté de chez nous. Vous, chez Goodfellow, vous êtes vraiment spécialisé en bois depuis des centaines d'années pratiquement. Oui, depuis là. 1898. Oui. Quand même, c'est ça. Donc, vous faites beaucoup de projets en bois. La particularité peut-être du pont Bishop dans votre contexte de travail, là? La particularité du pont Bishop, je vous dirais que ça a été vraiment dans la méthode de travail pour le projet. Le contracteur, Stellaire Construction, a décidé de faire quelque chose que le MTQ n'était pas nécessairement habitué à voir. C'est-à-dire que la construction du projet s'est faite durant l'hiver. Donc, ils ont préparé les fondations durant l'automne. Puis quand il est arrivé le temps d'installer le bois lamelé collé, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont carrément bâti une plateforme avec des blocs de béton sur la rivière gelée, avec des échafaudages, pour pouvoir permettre d'avoir un point de rencontre où est-ce que les poutres courbes viennent se connecter ensemble. Au lieu d'avoir deux grues qui essaient de tenir deux poutres ensemble pour essayer de venir se rejoindre dans le milieu, il y avait un point fixe qui pouvait s'attacher et même ajuster avec des vérins hydrauliques pour pouvoir monter la poutre d'un côté ou de l'autre ou pouvoir la bouger pour pouvoir vraiment
aller chercher la précision qu'il y avait besoin. Parce que le bois lamelé collé, il faut tout préfabriquer en usine. On est au 1,5 mm près. Oh. Dans l'application qu'on a là en ce moment, vous avez 18 poutres courbes d'un côté, 18 poutres courbes de l'autre, qui se rencontrent ensemble, avec 16 poutres droites et 16 poutres droites de l'autre côté, qui se rencontrent dans le même joint avec des boulonnages bord en bord à cet endroit-là. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas juste penser qu'après plus ou moins un demi-pouce, que tout était pour être correct durant le montage. Non, c'est hyper technique, puis c'est très précis, finalement. Très précis. Puis on ne peut pas recommencer. Là. Les poutres, ils pèsent peut-être 10, 15, 20 000 livres des fois. Donc, s'il y en a une qui ne fonctionne pas, mais c'est pas quand une grue est sur le chantier à 1 000 de l'heure qu'on peut juste taponner puis essayer d'arranger ça. Là. Ah non, c'est ça. Il y a plusieurs enjeux. C'est super intéressant de vous entendre là-dessus. Puis justement, le pont Bishop reste encore unique en son genre parce que même après 8 ans de construction, on n'a pas beaucoup d'autres ponts de ce genre-là au Québec. Pas sur les routes provinciales du ministère. J'en ai pas vu énormément. On en a vu dans différents modèles, mais pas exactement de cette configuration-là, effectivement. Bien, on espère qu'il y aura plein d'autres ponts en bois comme ça dans la région. En plus, ils sont super beaux. Merci beaucoup, Sébastien, pour nous avoir introduits à cet univers-là. Ça me fait plaisir. Le pont Rouge, le pont de la Misère, le pont Maudit. Autant de noms pour désigner le premier ouvrage érigé en 1875 pour traverser la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond. Pourtant, ça faisait un moment qu'il était réclamé par la population. Même s'il est le bienvenu, il demande beaucoup d'entretien, s'use vite et est souvent arraché lors du passage des glaces au printemps. Traverser les cours d'eau est un réel enjeu au 19e siècle, si bien qu'en 1887, Québec instaure la politique des ponts métalliques pour pallier à ce problème. Gérard Maquet, un ingénieur belge de 27 ans, est nommé à la tête de ce grand projet. Il se révèle être un génie de la conception des ponts en acier. Il rejette les techniques nord-américaines des ponts à goupilles et se tourne plutôt vers les rivets. Il ne se contente pas de faire la conception et la supervision des équipes de production. Il s'impose de la conception à la construction du pont jusqu'à la supervision des matériaux. Le pont Tessier remonte à cette période et est inauguré en 1889. Aujourd'hui, seulement 6 ponts construits par Maquet subsistent au Québec et seulement 2 ont des poutres Schwedler, comme celui derrière moi. Sébastien Perrault, tu es directeur général du Parc naturel régional de Portneuf à Saint-Alban et tu nous as amené aujourd'hui au pied du pont des Chutes à Marcotte. Un pont qui a été construit très récemment par le parc, mais qui a une histoire derrière. Avant d'être un pont de métal, c'est un pont en bois, tout près ici. Oui, exactement. Dans le fond, c'est le site du moulin des Chutes à Marcotte. Donc, c'est un terrain qui possédait un moulin assis ici sur le site. On a fouillé dans l'histoire à savoir quand le pont aurait pu être bâti, le pont qui servait à la traversée des chevaux, des voitures et tout ça pour l'exploitation forestière. Le plus loin qu'on peut remonter, en 1904, c'est Jean-Baptiste Savard qui a vendu au Grand Bois de Saint-Casimir, qui était une compagnie qui exploitait la forêt et qui avait un moulin assis à Saint-Casimir. Donc, il a acheté le site. Et puis là, quand le moulin assis des Chutes à Marcotte a été bâti, on ne sait pas exactement. Mais ça doit être après 1904. Ensuite, en 1922, les Grands Bois ont vendu à la Consolidated Papers, qui était une compagnie forestière aussi anglophone. Donc, le moulin a continué. Puis en 1941, le site a été vendu à la famille Marcotte, Philippe Marcotte. Donc, le nom des Chutes à Marcotte porte le nom depuis l'acquisition de Philippe Marcotte en 1941. Donc, le pont qui était situé juste derrière nous, on voit encore les vieilles assises, justement, servait pour accéder au lac Long. À l'époque, le chemin d'accès qu'on connaît aujourd'hui n'existait pas. Il fallait passer par le chemin du lac Clair, traverser la rivière Noire ici, puis ensuite se rendre au lac Long. C'est une bonne route, en fait, complètement en forêt pour se rendre au lac Long à l'époque. Tout à fait, tout à fait. Et on devait passer par un pont en bois qui était plus ou moins sécuritaire, disons. Bien, ce qu'on entendait pour les dernières personnes qu'on a entendues qui traversaient le pont, là, ils retenaient leur souffle quand ils traversaient. Souvent, il y avait des culées centrales parce que le pont a été rebâti à quelques occasions. Donc, des culées centrales qui pouvaient être emportées par les crues des eaux. Et puis, oui, effectivement, le pont a été ici jusqu'en 1980 environ, là, qui a été démantelé. Les dernières années, il était utilisé par les motoneiges. OK. Le moulin assis des Chutes à Marcotte a eu sa dernière année d'exploitation en 1968. Donc, de 1968 à 1980,
le pont ne servait plus pour le moulin à scie, mais servait pour d'autres utilités. Qu'est-ce qui vous a amené à construire ce nouveau pont-là? Mais en fait, il faut savoir que les terrains ici, après la famille Marcotte, ça a été vendu à Hydro-Québec. Il y avait un potentiel de puissance hydroélectrique ici. Puis en 2011, Hydro-Québec a signifié son intention de vendre les 90 hectares de terrain ici à la municipalité de Saint-Alban, donc il est considéré comme premier acheteur. Donc la municipalité de Saint-Alban avait à réfléchir, est-ce qu'on achète ce beau terrain-là ou on le laisse aller au privé par surenchère? À l'époque, j'étais président d'Action Plan d'eau plein air. Nous, on voyait vraiment le potentiel incroyable là, qui était ici. Et puis, le coût d'achat du terrain était quand même assez élevé. Puis, on ne voulait pas que les taxes des gens du village servent à acheter ce terrain-là. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a morcelé le terrain en 13 petits lots à bois, qui étaient dans une zone avec un peu moins de caractéristiques intéressantes pour le parc. Et la vente des 13 lots a permis d'acheter le terrain au complet. Donc, quand le terrain qui était à Hydro-Québec est devenu municipal, là, ce qui devenait intéressant, c'est d'exploiter les deux côtés de la rive, donc de faire un sentier en boucle de 7,4 km. Donc, ça prenait la construction de 2 passerelles pour traverser d'une rive à l'autre. C'est ça, donc c'est là qu'entre en scène des ingénieurs, toute une équipe de travail aussi qui a travaillé au pont. On va rejoindre Maxime qui va nous parler de ça. Super. Maxime Naudeny, tu es directeur général de la microbrasserie des Grands Bois à Saint-Casimir, mais auparavant, tu étais ingénieur civil et tu as travaillé sur le projet du pont ici des Chutes à Marcotte. Parle-moi un peu de ce chantier que tu as mené avec le parc. Oui, bien en fait, c'est Sébastien à l'époque qui m'avait approché, puisque je travaillais encore en ingénierie à cette époque-là. J'ai un chalet ici sur le lac Londe, dans le fond, qui est le tributaire là, de la Rivière-Noire. Puis j'ai un attachement au lieu particulier. Fait qu'avec Sébastien, on avait décidé de venir prendre une marche pour positionner les futures passerelles. C'est ce qu'on a fait là. Un matin, on est parti. On était 3, en fait, avec quelqu'un qui s'occupait de l'escalade. Comment on positionne un pont, en fait? Bien, on regarde... c'est sûr qu'on n'avait pas d'études hydrologiques précises là, sur les niveaux d'eau dans la rivière. Par contre, il y a plusieurs signes sur les berges qui montrent les niveaux d'eau maximum, l'érosion, la stabilité des berges. Fait qu'on s'est assuré de positionner le pont assez loin de la ligne des eaux pour que celui-ci ne soit pas affecté nécessairement par les crues. Puis aussi qu'il y ait un espace libre en période de crue pour que, par exemple, c'est des billots de bois, des glaces qui descendent, qui ne viennent pas heurter là, le pont de plein fouet. La technologie, maintenant, avec l'acier, nous permet d'offrir des portées plus grandes. Puis nous, ce qu'on passe sur ces passerelles-là, c'est des êtres humains, donc ce qui est beaucoup moins lourd que des motoneiges ou des camions, des voitures là, qui étaient à l'époque. Les anciens ponts étaient faits de bois. Étant donné que les portées ne pouvaient pas être très grandes, bien, ils plaçaient toujours une culée au milieu de la rivière. La culée, c'est les appuis, dans le fond, qui supportent les travées. Puis, bien, souvent, ces culées-là étaient soit abîmées ou emportées carrément avec la crue des eaux. Quand on a placé la passerelle, bien, on s'est assuré là, que celle-ci puisse résister à toutes les crues. Puis, on a eu d'ailleurs plusieurs grandes crues depuis ce temps-là. Puis, ça s'est bien passé. C'est ça. Ça a été construit en 2014, c'est ça? Oui, 2014, le chantier. Ça a une portée totale de 120 pieds. Donc, la passerelle a été conçue en 3 sections. C'est 2 sections de 36 pieds, une section de 48 pieds au milieu. Ça a été, dans le fond, c'est l'entreprise Prométal de Deschambault là, qui a assuré une grande contribution. Là. Ils ont fait l'ingénierie finale des plans. C'est eux qui ont établi le concept le structural de la passerelle. Fait qu'ils ont vraiment donné un grand coup de main là, dans ce projet-là. Oui, donc c'est un pont qui est 100 Port-Nevoix. 100 Port-Nevoix, oui. Exactement. Et puis, ça nous permet à tous et à toutes de profiter du site de villégiature maintenant. Merci beaucoup, Maxime. Merci.